Voilà, c'est une petite vidéo pour parler de l'arbitrage, puisque c'est un peu le sujet à la mode du moment. On va le traiter sur la chaîne 13 Pichado, puisque, pour rappel, la participation dans le Coupe d'Europe, ça représente environ 20 à 100 millions d'euros de recettes supplémentaires pour le club. Donc la performance en sportive, en particulier en Ligue 1, a une incidence majeure sur l'économie du club. Et c'est pour ça que c'est quand même important d'en parler, y compris sur la chaîne 13 Pichado. Alors, je vous invite quand même à retrouver les sources comme Le Phocéen qui vous parleront plus des erreurs d'arbitrage dans le détail et qui vous expliqueront que 45% des matchs de l'Olympique de Marseille jusqu'à présent cette saison ont été entachés d'erreurs d'arbitrage majeures qui ont influé sur le résultat final du match. Si vous allez même plus dans le détail, vous pouvez aller voir le compte Les Dés sont pipés, qui a un compte Telegram et Twitter où il détaille toutes les erreurs d'arbitrage contre l'Olympique de Marseille, et elles sont très nombreuses. C'est ce compte-là, je vous invite à le retrouver sur Twitter, les dés sont pipés, il y aura beaucoup de vidéos sur les erreurs d'arbitrage qui ont été commises contre l'Olympique de Marseille ces dernières années. Pour ce qui me concerne, je voulais me concentrer sur un petit peu une analyse de ce qui se passe en termes d'arbitrage et voir où le bas blesse. Alors sur place, on a donc un arbitre principal, deux arbitres assistants, un quatrième arbitre, le représentant de la LFP, on fait une feuille de match, il y a un rapport d'arbitrage, il y a également à distance l'assistance vidéo qui est disponible avec un arbitre assistant vidéo, un à trois adjoints qui sont là pour aider l'arbitre vidéo à aider l'arbitre principal, 2 à 4 techniciens audiovisuels qui sont là pour produire les bons ralentis au bon moment pour que les assistants vidéo aient accès aux bonnes images, bien au-delà de ce que peut proposer la télévision en théorie. Et en plus de ça, donc l'assistance vidéo, on sait quand elle intervient déjà sur tous les buts en principe pour vérifier l'absence d'une faute ou d'un hors-jeu préalable au but qui a été inscrit. Elle intervient sur tous les pénaltys ou les possibilités de pénalty ou faute dans la surface, normalement pour vérifier que la faute mérite éventuellement d'être sanctionnée. Elle intervient sur tous les cas où il y a une possibilité de carton rouge direct, le cas échéant qui aurait dû être sifflé par l'arbitre, qui mérite d'être vérifié, et toute erreur sur l'identité de la personne qui a été sanctionnée. Et en plus du camion de la VAR, on a d'autres assistances technologiques comme la détection du hors-jeu semi-automatisé ou la goal line technologie. Donc avec tout ça, il y a une attente très forte de la part des supporters et des spectateurs que l'arbitrage soit quasiment irréprochable et qu'il n'y ait pas d'erreur. Or, on voit très bien que ce n'est pas le cas. Dans le processus, il faut aussi qu'on prenne en considération la manière dont ça fonctionne après le match. Alors après le match, il y a les décisions de la commission de discipline. La commission de discipline, elle détermine les sanctions qui sont applicables à tous les acteurs du jeu, y compris le staff technique et le staff dirigeant. On se base sur les fautes qui sont notées dans le rapport d'arbitrage principalement. La commission, elle peut revoir les extraits vidéo qui sont présentés. Il y a des événements qui sont survenus en tribune ou autour de l'aire de jeu qui peuvent également être sanctionnés. Ça concerne en particulier les événements de sécurité dans le stade qui doit être assuré par le club qui joue à domicile. Et les personnes qui sont convoquées peuvent se défendre elles-mêmes ou être représentées par un avocat ou un autre représentant du club. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup par visioconférence, mais ils peuvent aussi aller en personne à Paris. La performance des arbitres, elle est évaluée par la Commission nationale de l'arbitrage et en fonction du rapport qui est produit par l'équipe d'arbitrage vidéo sur la performance de l'équipe d'arbitrage terrain. Le système de notation des arbitres, il comprend 4 axes. Pour évaluer les arbitres, on le fait de manière récurrente, une fois tous les 6 mois environ. Et la condition physique de l'arbitre est la première chose qui est prise en considération, et notamment sa capacité physique à suivre le jeu. La compétence pratique, c'est-à-dire son sens du jeu et sa capacité à appliquer le règlement en pratique dans le cours du jeu. Sa technique d'arbitrage, donc la pertinence des décisions qu'il prend et son adéquation avec le règlement réel de la Ligue de football professionnelle, mais aussi des directives qui ont pu être données à ce moment-là aux arbitres pour arbitrer d'une certaine manière. Et enfin, la personnalité arbitrage, donc les aptitudes relationnelles, la gestion des situations, les relations interpersonnelles que l'arbitre est capable de nouer avec les joueurs. Tous ces éléments-là sont pris en considération, en principe,
dans la notation des arbitres. Et selon leur classement, les arbitres peuvent être promus ou relégués et jouer dans d'autres divisions. Alors, on peut aller en Ligue 2 et on peut voir des arbitres de Ligue 2 monter en Ligue 1 ou au-delà de ces catégories-là, éventuellement passer en catégorie amateur pour certains d'entre eux. Le choix des arbitres, c'est aussi un élément qui est très important, parce que ça se fait avant le match, mais les arbitres les mieux classés selon la Commission nationale de l'arbitrage se voient attribuer les matchs les plus difficiles ou ceux dont l'enjeu est le plus important. C'est un peu comme ça que ça marche en général. C'est ainsi qu'on a Clément Turpin, Benoît Bastien ou François Le Texier qui sont parmi les mieux notés, qui arbitrent la plupart des gros matchs. Le manque de réussite récent de l'Olympique de Marseille dans ces gros matchs est entaché de multiples erreurs d'arbitrage passées qui restent dans la mémoire des supporters sur plusieurs saisons. Et la sélection de certains arbitres est désormais perçue comme suspecte dans l'esprit de certains supporters de l'OM. Or, l'arbitre doit être au-dessus de tout soupçon. Même s'il n'a pas forcément de mauvaises intentions, le simple fait qu'il soit soupçonné d'avoir un conflit d'intérêts, ça devrait le disqualifier pour être arbitre de l'Olympique de Marseille. Et c'est pour ça que les supporters de l'OM réclament de manière récurrente que certains arbitres qui ont fait des grosses erreurs dans le passé ne sont plus au-dessus de tout soupçon de biais contre l'Olympique de Marseille et donc ne doivent plus être autorisés à arbitrer l'Olympique de Marseille, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le gag récurrent de l'année 2024, c'est qu'on a vu qu'en fin de saison, après avoir laissé notamment Wilfried Singo marcher sur Donnarumma sans lui attribuer un carton rouge, François Le Texier a été dans la foulée nommé meilleur arbitre du monde en 2024. Et donc on se pose de vraies questions sur la manière dont nos arbitres sont notés, puisque nous on trouve franchement que François Le Texier c'est pas un très bon arbitre. Et dans les années passées, on avait un peu le même problème avec un Clément Turpin par exemple, où on sait que Stéphanie Frappart est la meilleure arbitre du monde chez les femmes, et donc on se demande forcément comment les arbitres sont notés en France et dans le monde. Là où le bas blesse pour l'OM, c'est que quand même on a des cas qui s'accumulent, des expulsions injustifiées pour Cornelius, Maupay, Balerdi, Harit depuis le début de la saison pour des fautes minimes ou existantes, des pénaltys sifflés à tort contre l'Olympique de Marseille, des buts adverses entachés de fautes grossières comme celle qui avait été commise par Thomas Meunier sur Balerdi lors du match contre Lille, une absence de ralenti sur certaines situations qui sont très litigieuses et qui devraient être favorables à l'Olympique de Marseille et où on voit que l'arbitre ne fait pas appel à la VAR alors que pour un supporter de l'Olympique de Marseille il paraît évident que ça devrait être le cas. Si je dois regrouper ces cas-là, on a des décisions qui ne sont pas appliquées de manière homogène quand on compare aux autres clubs de Ligue 1, ce qui est très frustrant. On a l'appel à l'assistance vidéo qui n'est pas utilisé de manière systématique et on a l'impression qu'il est utilisé principalement pour déjuger les décisions favorables à l'Olympique de Marseille et jamais pour vérifier les décisions qui pourraient être favorables à l'Olympique de Marseille. On a des erreurs plus minimes qui peuvent avoir des conséquences importantes, comme le cas où on a un deuxième carton jaune injustifié qui est attribué, qu'on ne fait pas appel à la VAR parce que la VAR c'est seulement pour les cartons rouges, ou comme des cas où les petites fautes sont laissées au bénéfice du doute, ou en tout cas au bénéfice de l'appréciation de l'arbitre, alors que dans d'autres cas, la discrétion de l'arbitre ne s'applique pas pour ces mêmes décisions. Ça crée des grosses frustrations et un manque de pédagogie et de dialogue de la part des acteurs de l'arbitrage qui pose un gros problème dans la mesure où ça crée des situations qui s'enveniment et des conflits avec les joueurs et avec les dirigeants de l'Olympique de Marseille en particulier. On a une vraie perte de confiance dans les instances qui s'est accentuée avec la réélection de Vincent Labrune à la tête de la LFP en septembre 2024, alors qu'on sait qu'il prend aucune décision sans consulter Nasser El Khelaifi, que le Qatar contrôle tout, que la DNCG est sous la tutelle de la LFP et donc du Qatar et de Vincent Labrune, que Marc Mikeler, qui est le président de la DNCG, est un supporter du Paris Saint-Germain, dont la fille travaille au Paris Saint-Germain. Et sans vouloir donner raison à Textor, on peut quand même se poser des questions sur les biais qui peuvent exister à la DNCG. Quand on voit qu'à la commission de discipline, on a également Sébastien Deneux, qui est avocat à Paris, siégeant à Paris, supporter du Paris Saint-Germain, et plusieurs membres qui peuvent être soupçonnés de sentiments anti-marseillais, notamment des anciens membres de l'OGC Nice.
On a le maintien de l'équipe historique de Le Gret à la fédération avec une réélection qui a été entachée de problèmes de démocratie indirecte, en fait, principalement. Mais on a encore une fois maintenu cette équipe de vieux dinosaures à la tête de la FFF en novembre 2024. Et son vice-président, désormais, c'est carrément Jean-Michel Aulas, qui est l'ancien président de l'OL et qui déteste cordialement l'Olympique de Marseille. On a globalement des forts soupçons de biais anti-marseillais dans toutes ces instances. Et alors, on a vu que du côté de l'OM, on essayait de faire des efforts là-dessus. Longoria est allé dans le sens de la réélection de Vincent Labrune à la LFP et lui-même en a retiré un siège de vice-président à la LFP. Et puis, aussi bien Benatia que Longoria ont essayé d'avoir plus de présence médiatique, mais on voit que l'OM se fait baptiser le FC Ouin par ses propres journalistes comme Mathieu Grégoire, qui sont censés être des spécialistes de l'Olympique de Marseille, et que le Conseil national de l'éthique blâme Pablo Longoria pour ses critiques tout à fait justifiées sur l'arbitrage français. Donc on a des vrais problèmes et les attentes des supporters aujourd'hui, c'est que ça change de manière assez drastique. On croit qu'en étant unis, d'ailleurs avec aussi d'autres clubs de supporters qui peuvent être aussi frustrés que nous, on pourrait arriver à exiger certains changements. Alors les changements qu'on attend, c'est principalement un arbitrage équitable et homogène en Ligue 1, ça c'est essentiel. On veut une utilisation homogène de l'assistance vidéo. On veut plus de dialogue et de pédagogie de la part des arbitres. On veut de la transparence dans l'évaluation des arbitres. On veut du respect pour le supporterisme engagé. On veut la sécurité assurée dans les stades et autour. On veut la fin immédiate des interdictions de déplacement faites aux supporters. On veut l'autorisation contrôlée des fumigènes sous contrôle sécuritaire avec des normes qui doivent s'appliquer pour que ça reste sûr, mais pour que ça devienne une fête dans les tribunes et qu'on puisse faire ça sans se sentir criminel. On veut une réforme complète de la gouvernance du football professionnel, orchestrée éventuellement par l'État, ce qui a été engagé par la commission du Sénat récemment. On espère que ça va donner des fruits. On veut une indépendance en particulier de la commission de discipline par rapport au Qatar et à la Ligue de football professionnel. On veut des organes de contrôle financier et éthique indépendants de la Ligue de football professionnel et du Qatar en particulier. Et plus généralement, on veut la fin des conflits d'intérêts liés à la multipropriété et aux ingérences étatiques. Voilà ce que demandent les supporters. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur ces attentes qui semblent tout à fait raisonnables, à mon avis. Et je vous invite à partager cette vidéo si vous êtes d'accord avec moi ou éventuellement à clipper, partager des éléments si vous le souhaitez. Laissez un pouce, mettez un commentaire et puis abonnez-vous à la chaîne, ça me fera plaisir. À bientôt. Donc merci, surtout abonnez-vous et puis posez vos questions, c'est comme ça que la chaîne vit.